je veux parler des coopératives, je veux parler des entreprises d'insertion, je veux parler des ONG, sans oublier toutes ces structures qui accompagnent ces organisations. Donc, de manière formelle, les choses se font sur le terrain. Ce qui reste à faire, c'est de construire une loi. Mais je pense que le processus est engagé parce que nous avons fait le choix de commencer par le bas. Parce que l'économie sociale solidaire, c'est d'abord le terrain, c'est les acteurs, avant de parler de la loi. La loi ne se fait qu'avec les acteurs, puisqu'elle doit être inclusive. Donc nous avons estimé qu'il est bon pour nous de maîtriser le terrain, de savoir l'existant, de maîtriser le potentiel avant la construction de la loi. Et c'est ce que nous faisons. La loi va restructurer le secteur de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'après la restructuration, il faut faire l'accompagnement. C'est vrai qu'il y a des financements qui se font pêle-mêle. Mais quand c'est structuré, ça nous permet de donner une seule vision à court, moyen et long terme. C'est ce qui nous permet d'assurer le quotidien de nos concitoyens. Puisque pour nous, le plus important, c'est ça. Comment permettre aux populations d'être résilientes vis-à-vis de la pauvreté. Mais bien sûr, voyez-vous, les ressources des États sont limitées. Aucun État, même en France, ne peut prendre en charge les besoins des acteurs de l'économie sociale solidaire. En tout cas, totalement, ce n'est pas possible. Donc, l'un des aspects les plus importants, c'est le développement partenarial. Au plan local, au plan national et au plan international. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas bouger. Et donc, nous estimons que c'est un pan très important. Nous voulons rendre nos territoires très attractifs. Et ça demande forcément qu'il faut travailler sur le marketing territorial. On fait du marketing territorial partenaire. Et c'est ce que nous faisons. Oui, nous pensons que tout ceci doit pouvoir se faire dans l'accompagnement. Quand la loi est faite, la loi donne des orientations, la loi donne ses priorités et tout le monde s'inscrit là-dedans. Je crois que le taux de bancarisation est un aspect très important. Aujourd'hui, nous faisons le constat. Sur le terrain, nous sommes fiers de nos femmes, par exemple, qui développent ce qu'on appelle la finance solidaire. Mais le taux de bancarisation à ce niveau est un problème, puisque les bénéficiaires gardent l'argent à la maison ou dans les magasins. Et souvent, quand il y a des difficultés dans les marchés, l'argent disparaît. Donc je pense que le taux de bancarisation est très important. Nous allons travailler là-dessus, mais il n'y a que la loi de l'économie sociale solidaire qui peut restructurer ce secteur-là. Donner une orientation durable à ces femmes, à ces jeunes, à ces personnes-là qui développent leurs activités. Chez nous en Côte d'Ivoire, on est en train de travailler même sur la prise en compte par l'activité économique des personnes seniors, donc des personnes de 3e et du 4e âge, sans oublier les handicapés. Vous voyez? Donc la loi est forcément nécessaire. Et aussi sur l'économie locale. Oui, concernant l'économie locale, je l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que c'est le socle du développement de l'économie sociale et solidaire. L'économie locale, c'est ce qui part du bas, des besoins réels des populations, des besoins réels des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, comme vous le savez, l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui a démontré son importance. Il est devenu un secteur incontournable sur le continent africain et donc il a été légitime de le reconsidérer et de lui dédier donc un substrat juridique pour une meilleure reconnaissance et une meilleure représentation et un meilleur référentiel juridique pour l'économie sociale et solidaire pour qu'il prenne sa place dans l'échiquier économique de tous les pays. Alors, notre expérience marocaine pour l'élaboration du projet de loi cadre de l'économie sociale et solidaire, il date de 2016 et il a été fondé donc sur une approche participative qui a rallié l'ensemble des parties prenantes pour des concertations autour de l'identification, de la représentation des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des obligations et aussi des droits ainsi que des mesures incitatives que la politique publique en matière de l'économie sociale et solidaire, elle pourra donc être vue dans la globalité de l'économie sociale et solidaire pour rendre cette économie une part entière dans l'économie globale du pays, vu qu'il participe pleinement à la création de richesses, à la réduction des inégalités, à l'inclusion sociale et puis donc à éradiquer bien évidemment les inégalités qui soient sociales ou spatiales. Alors, comme je l'ai donc présenté, c'est
un projet de loi cadre qui a été stipulé sur pas mal donc, de parties. D'abord, c'est l'identification, c'est-à-dire d'identifier et de donner une définition globale pour l'économie sociale et solidaire, dont on a capitalisé certains requis pour les pays qui ont donc tracé leur élan en matière d'exercice de l'économie sociale et solidaire, en faisant un benchmark international, aussi en révélant l'expérience et le savoir-faire des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On est arrivé donc à mettre en place une définition adéquate pour l'économie sociale et solidaire au Maroc. Et puis, on a donc identifié lesquels des acteurs, comme on a donc dédié une définition de ce que c'est que les acteurs qui appartiennent au champ de l'économie sociale et solidaire. Après, on a donc décliné l'ensemble des mécanismes de gouvernance, de représentativité aussi donc des acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'ensemble des droits ainsi que les mécanismes de facilitation de l'exercice des activités des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, il faudra ajouter que parmi les objectifs en principe de ce projet de loi cadre, notamment et principalement donc d'abord la reconnaissance des acteurs de l'économie sociale et solidaire en tant que partie prenante dans l'économie nationale du pays, et puis donc de la reconsidération en tant que partie qui participe à l'entrepreneuriat, donc à générer donc des profits, à participer donc à l'essor de développement à l'échelle nationale du pays. Alors il faut dire que face à ça, il faudra donc mettre en place tout un mécanisme de facilitation, de promotion pour l'exercice des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce cas, donc, l'ensemble des mesures ont été donc projetées dans le cadre de ce projet de loi cadre, à savoir tous les mécanismes qui facilitent la promotion, la commercialisation, via la participation par exemple des salons événementiels comme celui donc là où on se retrouve aujourd'hui. Il y a tous les mécanismes de promotion de la formation allant de l'insertion des valeurs et principes de ce genre d'entrepreneuriat dans le cursus éducatif, et puis la mise en place des masters dans les universités, des licences de formation, et l'intégrer profondément dans la recherche-développement pour mieux rejaillir donc l'aspect innovation sociale dans ce genre d'exercice. Il y a la mise en place des incubateurs et l'ensemble en principe de mesures préconisées dans ce genre du volet formation. Il y a le volet financement sur lesquels donc puisque donc la viabilité ne pourra être réalisée qu'à travers donc des mécanismes adéquats de financement. C'est ça qui assure donc à l'entrepreneuriat d'assurer leur pérennisation. Un volet donc qui a été dédié, c'est celui de mettre en exergue un fonds dédié pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et face à ça, il y a d'autres mécanismes d'insertion, des lignes directrices dans les banques, d'autres mécanismes tels que le crowdfunding, tels que l'inclusion financière, et pas mal donc de mécanismes qui seront sollicités dans ce genre de projet de loi cadre. Il y a l'aspect donc fiscalité qui a été évoqué, et il y a aussi tout l'aspect gouvernance via donc la représentativité des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc tout ceci, donc l'ensemble des parties qui constituent la chaîne de valeur pour donc mettre en place un environnement adéquat et propice à l'exercice de l'entrepreneuriat social, entre autres aussi l'entrepreneuriat des coopératives, associations et mutuelles qui sont reconnues de droit de l'économie sociale et solidaire. Et il faut dire que tout ceci donnera donc une assiette et un substrat juridique convenable à l'épanouissement de ce genre d'économie sociale et solidaire, et de le placer dans l'échiquier économique du pays. Merci. Oui, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la tendance au niveau mondial de l'économie sociale et solidaire
va vers la reconnaissance juridique de l'économie sociale et solidaire comme un domaine spécifique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au Sénégal et au niveau communautaire, la réglementation elle est parcellaire, c'est-à-dire on réglemente les coopératives d'un côté, les mutuelles de l'autre, les associations, les fondations, sans qu'on ait une architecture globale de l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi il y a un plaidoyer pour la réglementation en allant vers le vote d'une loi d'orientation, comme a eu à, en parler hier le président de la République, qu'on aille vers une loi qui reconnaisse l'économie sociale et solidaire comme un domaine à part entière, en plus de la reconnaissance institutionnelle qu'on a aujourd'hui. Oui, il faut reconnaître que la contrainte, c'est l'absence de cadre juridique aujourd'hui. Il y a un cadre politique, il y a un cadre institutionnel avec un ministère, avec les différents programmes de lutte contre la pauvreté, le PSE, ainsi de suite. Mais le cadre juridique est le parent pauvre. Il n'y a pas de cadre qui définit l'économie sociale et solidaire, les différents acteurs, les modes de financement, ainsi de suite. Il n'y a pas ce cadre-là et le plaidoyer va dans le sens de ce cadre-là. Donc c'est la principale contrainte d'abord. Maintenant, il y a d'autres contraintes qui vont dans le sens de la fiscalisation, de l'impôt, qui vont dans les modes de financement et l'accès aussi au marché public aussi, qui sont des contraintes que les entreprises de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui font face. Le plaidoyer, il est porté par tout le monde. Il y a d'abord les institutionnels, le gouvernement, ainsi de suite, mais il y a la société civile. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire aussi portent ce plaidoyer pour qu'on aille vers cette reconnaissance-là. Ici, il y a toutes ces organisations-là qui tournent autour du secteur informel aussi, qui sont une part importante de l'économie sociale et solidaire. Et le plaidoyer, il est porté par les associations, les fondations, ainsi de suite, pour qu'on aille vers cette reconnaissance-là. Oui, les formations, elles se déroulent aujourd'hui au niveau de l'université, au niveau du LARTES, le laboratoire où je suis, ainsi de suite. Il y a beaucoup de formations qui vont dans le sens de renforcer les capacités au niveau de l'économie sociale et solidaire. C'est des formations qui existent aujourd'hui. Si on prend par exemple l'université virtuelle aussi, il y a un domaine qui concerne l'économie sociale et solidaire qui est enseigné et ailleurs. Donc la formation elle est très présente aujourd'hui dans le secteur. Moi j'ai présenté sur le cadre juridique de l'économie sociale et solidaire où j'ai brossé un peu le cadre juridique communautaire avec l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives et les autres différentes dispositions et en même temps les normes relatives à l'économie sociale et solidaire au niveau national, notamment les mutuelles, les fondations, les associations et les entreprises sociales. C'était le thème de ma présentation.